Ils ont eu un souci depuis le début de la mobilisation, c'est qu'ils n'ont pas réussi à élargir au-delà de la base syndicale traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé les secteurs classiques, SNCF, RATP, cheminots, raffineries, etc. Et ce qu'ils n'ont pas réussi, à différence de 95, c'est conduire les salariés du privé à produire une grève par procuration. C'est-à-dire que les salariés du privé ne sont pas arrêtés de travailler, dans la mesure où le contexte est différent de 95. Cette fois-ci, vous êtes dans un contexte inflationniste. Donc il n'y avait aucun salarié du privé qui pouvait se mettre en grève pour aller manifester, même s'ils sont contre la réforme à l'heure actuelle. Le deuxième point, c'est qu'ils n'ont pas réussi à embarquer totalement l'opinion publique sur un point essentiel qui est on peut réussir à stopper cette réforme. C'est-à-dire que dans tous les sondages, 70% des Français sont contre la réforme. Par contre, dans le même temps, il y a 70 à 80% des Français qui pensent que la réforme sera votée et appliquée. Et à partir du moment où les Français pensent que la réforme sera votée et appliquée, est-ce que ça vous encourage à aller bloquer le pays et à perdre des journées de salaire, donc à faire des sacrifices personnels pour un intérêt super collectif qui ne sera jamais abouti? Et je pense que le point essentiel qui va aboutir sur les syndicats, c'est est-ce qu'ils ont encore une utilité aujourd'hui? Dans la mesure où ils ont une base syndicale qui est certes mobilisable, mais qui ne peut pas bloquer le pays, quel intérêt ils ont pour Emmanuel Macron? Et ça rejoint la première question que vous avez posée à Pierre Lelouch. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est un utilitariste. Il n'est pas là par amour, par affection, c'est-à-dire qu'il vous reçoit, il vous traite uniquement si vous êtes utile à lui. Et donc, dans la mesure où les syndicats ne veulent pas négocier sur la question de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, il n'a aucun intérêt à les recevoir. Deuxième point, c'est comme les parlementaires qui Il sont n'en a pas contre peur. lui. Par conséquent, il n'en a pas En peur. fait, Macron, il vous reçoit et il vous traite si vous êtes utile. Là, actuellement, il pense qu'il peut avoir les députés LR, donc il va traiter les députés LR. Tous les députés capables de voter le texte, il va les recevoir. Tous ceux qui peuvent changer d'avis. À partir du moment où vous êtes affiché comme opposant hostile à Emmanuel Macron, il pense, et je pense à tort ou à raison, qu'il ne vous traitera jamais. Il manque à peu près entre 15 et 20 voix à la majorité. À la majorité parce qu'il manque à peu près moins de 10 voix à la Renaissance et il manque à peu près 10 voix chez LR. Donc du coup, il leur manque 20 voix, mais ces voix sont indécises. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils vont voter pour, abstention ou contre. Et une abstention peut être finalement un vote pour. S'il y a 49-3, il y a deux solutions possibles. La première, c'est qu'il n'y a pas de motion de censure qui soit déposée et qui recueille 289 voix, et donc le gouvernement ne tombe pas et le texte sera voté. Si par contre il y a une motion de censure, on ne peut pas totalement exclure à l'heure actuelle que la motion de censure soit adoptée. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à la différence des différentes motions de censure qu'il y a eu sur le budget de loi de finances et le budget de loi de finances de sécurité sociale, il y a la LFI qui a voté pour, donc plus de 100 voix. Il y a le RN qui a voté pour, donc 89 voix. Et il y a à peu près 15 à 20 députés républicains qui seraient prêts à voter la motion de censure. Et il y a tout le groupe républicain indépendant, RIOT, qui serait prêt à voter pour. Donc on serait presque à 289. Et dans ce cas de figure, le gouvernement tomberait et vraisemblablement soit Borne saute, soit Emmanuel Macron provoquerait une dissolution de l'Assemblée nationale et on aurait des élections législatives anticipées, comme ce qui s'est passé en 97. Et dans ce cas de figure-là, vraisemblablement, la majorité sortirait affaiblie au regard de la dernière séquence sur la réforme des retraites et sortirait avec moins de députés qu'auparavant, sans pour autant qu'il y ait un gouvernement alternatif, comme en 97 avec la coalition plurielle de Lionel Jospin. C'est-à-dire que la France serait totalement ingouvernable. Ce serait ça la situation. À l'heure actuelle, je pense que vraisemblablement, d'ici jeudi, ce qui va se passer vraisemblablement, c'est que la majorité, donc le gouvernement, va appeler tous les députés en leur faisant promesse sur promesse pour qu'ils votent le texte, acheter un rond-point dans telle circonscription, promettre l'ouverture d'une usine, etc. C'est à peu près ce qui va se passer jeudi. C'est les arcanes de la vie politique et les gens peuvent regarder au sauvegarde pour savoir comment ça se passe. Georges Fenech. Problème de stratégie. C'est-à-dire que Olivier Faure pense qu'il fait la même stratégie que Mitterrand dans les années 70 avec la gauche unique. Mais la différence, elle est multiple. La première, c'était qu'il y avait un repoussoir extrême qui était qu'on était dans un contexte de guerre froide. C'est-à-dire que le communisme ne pouvait pas être majoritaire en France, alors que l'URSS était à peu près l'ennemi de la France. On ne pouvait pas, c'était pas possible. Alors que là, LFI n'est pas dans ce même cas de figure, même s'ils sont repoussoirs pour différentes raisons. Deuxième point essentiel, ils n'ont pas de François Mitterrand. Et c'est ça le point, c'est qu'il y avait François Mitterrand capable d'aspirer les voix des communistes pour pouvoir aspirer. La gauche existe depuis 1905 sur deux courants de pensée, la gauche révolutionnaire et la gauche de gouvernement. Le Parti socialiste, historiquement, a une culture de parti de gouvernement. Si par cas elle essaie de devenir la gauche révolutionnaire, elle va perdre ses voix. Et donc le seul moyen qu'ils ont, c'est de redevenir une gauche de gouvernement. Est-ce que ça peut se faire sous la forme d'un parti socialiste ou pas? Ça, ce sera une autre question. Moi, je pense que les partis politiques peuvent mourir, mais que les courants d'idées ne meurent pas. Il existe un courant social-démocrate en France et en Europe. On voit, ils réussissent à gagner dans certains endroits ou pas. La question essentielle qu'ils ont, c'est comment préparer l'après-Macron. Parce qu'une fois que Macron sera plus là, il y a une grande partie des électeurs de gauche qui ont voté Macron à la dernière présidentielle, qui peuvent revoter pour une gauche social-démocrate. Mais s'ils n'ont pas de candidat, s'ils n'ont pas d'idée, ce sera un véritable problème. Surtout que le Parti socialiste actuel n'est pas le même que celui de Hollande ou celui de Mitterrand. Ils ont abandonné la laïcité pour faire de la politique discriminatoire et en gros attirer le vote de certains quartiers. Ils ont abandonné l'idée européenne, l'idée universaliste qu'avait la gauche pour aujourd'hui adopter le repli sur soi. C'est-à-dire que tous les fondements de ce qu'était le socialisme est mort avec Olivier Faure. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se reconstruire et qu'ils sont un supplétif de Mélenchon comme l'UDI est un supplétif de LR. Le PS peut-il encore imploser, Pierre Lelouch?
Moi, je pense que si Marion Maréchal est en charge de la stratégie chez Reconquête, LR a de grands jours devant lui. Parce qu'ils sont tranquilles, et Marine Le Pen aussi. Parce que de toute façon, je vais expliquer pourquoi. Le dernier débat de la dernière présidentielle a commencé un débat entre Zemmour et Mélenchon. Zemmour a fini à 7 et Mélenchon a fini à 22. C'est-à-dire que le débat, s'il le place sur la question identitaire versus wokisme, c'est Mélenchon qui gagnera. Et il s'est passé exactement la même chose, Pierre Lelouch suit ça mieux que moi, au dernier midterm. C'est-à-dire que les Républicains devaient gagner les midterms, les élections de mi-mandat. Et qu'est-ce qu'ils pourtant, ont fait? ils ont perdu à cause de la question de l'avortement. L'avortement. Ils ont perdu à cause de ça. C'est-à-dire que si par cas Marion Maréchal fait ça, la droite, qui est pourtant structurellement majoritaire en France depuis des décennies, va perdre les élections face à Mélenchon. C'est-à-dire que s'il y a un second tour Mélenchon contre Zemmour, c'est Mélenchon qui gagne avec ce débat. Tant que vous placez la question sur cette question-là, depuis mai 68, dans tous les pays occidentaux, vous avez exactement la même chose, c'est le progressisme qui va gagner contre la droite identitaire, etc. Je pense que le point essentiel, c'est comment on fait avec les vieilles traditions politiques. J'ai parlé des deux gauches. Il y a une gauche social-démocrate, il y a une gauche révolutionnaire. À droite, ce qui a structuré la droite, c'est deux courants de pensée. C'est la démocratie chrétienne, qu'on retrouve traditionnellement CDU, UDF, etc., et le gaullisme. Et la question essentielle pour LR, c'est est-ce qu'il faut devenir chrétien-démocrate, et donc du coup grand remplacer Macron, ou renouer aux origines du gaullisme. Et pour ça, il leur faut un cap stratégique et idéologique. Ce que fait De Gaulle quand il arrive en 58, c'est qu'il se dit, la France est dans telle situation, moi je propose une perspective pour la France. On va redevenir premier pays d'Europe, etc. On va construire une grande armée, ça va être ça, de grands segments de points. Et aujourd'hui, qu'est-ce que propose la droite, hormis des points essentiels sur les réformes des retraites, etc. C'est pas que des réformes techniques qu'on gagne un pays et qu'on gagne une élection. C'est sur une vision, c'est sur des principes et c'est sur un cap. Un tout dernier mot, Pierre Lelouch. Après, on parle de l'inflation. Moi, avec tout ce que vous décrivez, plus ce qui se passe à Paris avec l'arrêt des poubelles, le développement NARA, et le décryptage de Pierre Lelouch sur l'état énergétique de la France, etc., moi, je me demande si la France devient petit à petit pas un pays du tiers-monde. Pour accompagner votre propos et avant la pub, regardez, je vous propose l'étude Zoom de l'Observatoire CTLM avec Harris Interactive, où on apprend notamment que 69% des Français auraient renoncé à acheter certains produits au cours des 12 derniers mois. Ah oui. Moi, c'est pour ça que je pense... Et qu'on mange moins. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que la France ne devient pas petit à petit un pays du tiers-monde? C'est un pays qui est plus indépendant énergétiquement, auquel on fait des délestages ou des coupures d'électricité. On n'est pas capable de produire notre propre alimentation, alors que la France était historiquement une grande nation agricole et que c'était une nation exportatrice. Et aujourd'hui, on importe plus que ce qu'on exporte. Petit à petit, sur l'ensemble des segments, tous les indicateurs sont dans le rouge. On n'est plus un pays industrialisé. Vous avez une partie de la population qui est même plus en capacité de se nourrir. Vous avez une partie de la population qui est obligée de voler pour aller manger. Ce que décrit Georges Fenech, c'est-à-dire que maintenant, les grandes surfaces, au lieu d'assurer dans un état de droit classique, on considère qu'en fait, c'est aux entreprises privées d'assurer leur propre perte. Et donc, petit à petit, vous retrouvez ce qui se passe en Amérique du Sud, etc., auquel c'est plus l'État qui assure la justice, c'est chaque individu qui doit assurer sa propre justice, voir les conséquences des vols, etc. On se retrouve dans quelques instants. Le point essentiel, c'est qu'en fait, les actes en France n'entraînent pas de conséquences. C'est-à-dire que vous vivez sous un principe et une culture d'irresponsabilité. Quand vous avez un ministre qui est nul, qui ne sait pas gérer par exemple un Stade de France, il n'est pas viré. C'est le type tout en bas, qui est sous-préfet de je ne sais pas quoi en Seine-Saint-Denis, qui est viré. Quand vous avez une première ministre qui est nulle, elle n'est pas virée. Elle est même promue. Elle est recasée quelque part. Et en fait, vous entraînez ça dans chacun des points. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acte qui entraîne aucune conséquence. Quand vous êtes élève et que vous contredisez un professeur, et ben vous rentrez chez vous, votre parent va venir à l'école, va insulter le chef d'établissement et va insulter le professeur parce qu'il a mis une mauvaise note. Et donc, du coup, vous renversez le principe de responsabilité et vous le transformez en culture d'irresponsabilité. Et donc, à partir du moment où vous dites qu'il n'y a aucun acte qui entraîne n'importe quelle responsabilité, quelle que soit, et donc, du coup, vous n'êtes pas responsable devant ce que vous faites, et ben, en conséquence, les gens font ce qu'ils veulent. Et petit à petit, à force de céder un pouce de terrain, vous cédez un pouce de terrain, etc. Et de plus en plus, et ben, vous avez un problème avec l'autorité. Et ça, c'est un problème qui est essentiel. C'est-à-dire que quand vous aviez, comme ça, la politique qui était incarnée au plus haut niveau de l'État, allez, on va prendre un exemple typique, le général de Gaulle, vous disiez que la France n'ait pas de problème d'autorité, tout simplement. Alors qu'ensuite, après, quand vous avez des présidents qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup moins charismatiques que lui, vous avez des problèmes. Et vous avez les mêmes problèmes avec les parents. Vous avez parlé de l'éducation. C'est-à-dire que les parents ont un problème, c'est qu'ils mettent la politique de l'enfant roi. C'est-à-dire que l'enfant est absolument magnifique, il réussit tout, et s'il réussit pas, c'est forcément la faute des autres, c'est pas la faute du fait qu'il soit tout simplement nul. Et ensuite, après, vous prenez ça sur chacun des segments de la société, et vous arrivez sur le problème qu'on rencontre actuellement, la défaillance de l'autorité, parce qu'en fait, il y a chacun des segments de chacun des points du pays qui a flanché, et tout ça a engendré la situation dans laquelle on rencontre actuellement. Bien sûr, dans ce déficit d'autorité,